Nous allons démarrer avec Dynamisme Info, mais avant, je vous dis, chers confrères et collègues, bonjour Roland Tonéikès. Carole Olaye, bonjour. Amis téléspectateurs internes, bonjour. Hugues Hector Zogo, bonjour. Hugues, bonjour. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également aux téléspectateurs et à tous nos internautes qui nous suivent. Alors, nous allons démarrer avec Dynamisme Info. Avec la complicité de la régie, nous démarrons cette analyse avec Dynamisme Info qui parle des recrutements, une nécessité ou stratégie politicienne de fin de mandat. Alors, Hugues Hector. C'est une belle question que le quotidien Dynamisme Info nous lance en début de semaine comme ça. Quand je prends quand même la peine d'analyser un peu comment est-ce que les choses se passent depuis 2016, où le président Patrice Talon s'est retrouvé à la tête de notre pays en tant que président de la République. Et la manière dont on procède au recrutement du personnel administratif devant servir les populations béninoises, je me dis qu'il y a effectivement une sorte de réforme qui s'est engagée dans ce secteur-là. Il y a quelques années en arrière, ce n'est quand même pas un secret, hein. On se disait que la plupart de ceux-là qui ont accès à la fonction publique ou ceux-là qui, pour la plupart du temps, se retrouvaient à être dans les bonnes grâces au lendemain des résultats de nos concours ou de nos recrutements, ce sont pour la plupart des enfants, soit des ministres de la République, des honorables députés. En tout cas, il y a une sorte de favoritisme qui ne disait pas son nom et qui se développait. Mais depuis quand même l'arrivée du chef de l'État, Patrice Talon, on a changé un peu la façon de faire les choses en ce qui concerne le recrutement du personnel d'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs personnes qui peuvent témoigner et dire « Moi, je suis issu d'une famille très pauvre, je ne connaissais personne dans l'administration, je ne connaissais personne placé au niveau du ministère de la fonction publique et du travail qui s'occupe pour la plupart du temps donc du processus de recrutement. Je suis allé, comme tout le monde, à l'examen et j'ai pu tirer mon épingle du jeu parce que j'ai donné le meilleur de moi-même suite quand même au test. Donc, je me dis, ça c'est une avancée. Et quand on se retrouve à la veille des élections, donc pratiquement à 2 ans limite, et que d'autres recrutements commencent à être lancés et que le Dynamisme Info se demande si ce n'est pas forcément à visée électoraliste, je trouve que la réponse, en tout cas en ce qui me concerne, elle est non. Parce que je me dis combien de personnes aujourd'hui vont pouvoir être recrutées au niveau de la fonction publique. On ne va quand même pas recruter au-delà d'1 million de personnes, voyez-vous. Donc l'effectif, en termes de recrutement, pour moi, ce n'est pas un effectif si considérable et susceptible d'avoir un impact inéluctable sur le taux qui va permettre au prochain président de la République de se faire élire. En tout cas, félicitations à ce qui se fait dans ce secteur-là, ouais, dans ce sens-là, un peu plus de clarté, et puis on se permet de dire quand même que les années à venir pourraient encore nous permettre de dire, dès qu'on va au test de recrutement, que ce soit pour la fonction publique ou même pour d'autres secteurs au niveau de l'État béninois,
il y a plus de transparence. Et donc, je me dis, c'est une très bonne note pour notre pays. Alors, Roland Tonné-Ikès, Dynamisme Info titre ce matin, renforcement du personnel de la fonction publique, recrutement de nécessité ou stratégie politicienne de fin de mandat. C'est une interrogation. Si, je crois que Hugues Hector Zogo l'a rappelé, s'il y a quelque chose qu'on a abondamment reproché au régime de Boni Yayi, c'est les concours suffisamment frauduleux, malheureusement, il faut le dire. Et on sait comment est-ce que ça se passait, au point où des concours ont été annulés carrément. Alors donc, aujourd'hui, depuis que Patrice Talon est au pouvoir, oui, il y a des concours qui ont été organisés, les gens ont été admis, on nous a dit que oui, n'importe qui pourrait réussir un concours aussi librement aujourd'hui, même s'il n'est pas bureau placé, même s'il n'a pas un rôle placé peut-être dans l'appareil d'État, ou bien même si ses parents n'ont pas vendu leurs biens, notamment, que vous vous souvenez que sous Boni Yayi, parfois, les gens étaient obligés d'aller vendre la seule parcelle de la famille pour mettre un enfant dans les corps que vous connaissez très bien, pour que l'enfant y gagne qu'à 90 000 francs, juste parce qu'on veut quelqu'un dans la fonction publique. Mais aujourd'hui, depuis 2016, oui, il n'y a pas eu autant de reproches faits au système en place en la matière, mais la question que pose Dynamisme Info est assez légitime, parce que oui, on a tout fait de dire que oui, depuis le régime, depuis 2016, le gouvernement organise des concours irréprochables en griffe, parce que les experts pourraient venir nous dire autre chose en démontrant par plus qu'il y a peut-être quelques irrégularités ou quelques insuffisances. Mais pour le moins qu'on puisse dire, pour ce qu'on observe, que le Béninois lambda observe, c'est que oui, tout va pour le mieux. Mais vers la fin du mandat, il y a que quand même, on a parfois envie de satisfaire les derniers militants qui, en réalité, ont resté là en mouillé le maillot, qui sont restés assez fidèles jusqu'à la fin, mais qui n'ont pas eu grand-chose à mettre sous la dent. Et donc, c'est le piège peut-être qui peut guetter le pouvoir, puisque nous sommes en fin de mandat. Il va falloir, on cherche parfois à contenter tout le monde. Et je crois que je vais revenir sur un aspect abordé par Hugues qui dit le nombre de personnes à recruter. Bon, oui, a priori, on se dit, bon, on veut recruter 500 jeunes, par exemple. 500 jeunes sur pratiquement 6 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes en 2026, ça représente quoi? Mais n'oubliez pas que ces jeunes viennent des familles. Si vous avez votre fils qui va au concours et qui réussit, quand même, et qui vous parle bien du régime en place, parce que c'est grâce au régime, c'est que le papa et la maman vont certainement voter. Les frères et sœurs qui comptent sur ce fils ou cette fille-là vont voter. Donc, parce qu'il y a un effet indirect en fait qui s'observe. C'est-à-dire, l'effet direct, c'est qu'on voit celui qui est admis pour le concours. Mais l'effet indirect, c'est les parents. Parce que, écoutez, hein, allez voir, hein, moi j'ai eu la chance d'écouter des parents dont les enfants sont admis pour les concours, certains concours, mais ils vous disent, en fait, ils sont même dans la possibilité même de déifier Patrice Talon, de dire que c'est un demi-dieu ou c'est Dieu, que c'est leur Dieu, que c'est grâce à lui que leurs enfants ont réussi le concours et sont maintenant à la fonction publique. Écoutez, regardez, je donne l'exemple simple. Hein. Les nouveaux juges, si vous allez faire un tour dans nos tribunaux aujourd'hui, vous allez voir des juges de moins de 30 ans, des jeunes, rien que des jeunes. Imaginez les parents de ces enfants, Antoine, excusez beaucoup, de ces juges, pas des enfants, c'est le cas de la République. Imaginez l'état d'âme de ses parents. Imaginez ce que gagne un juge aujourd'hui, ce qu'il peut apporter comme solution dans sa famille d'origine. Donc tout ça mis dans la balance, ça impacte indirectement beaucoup de personnes, la tante, l'oncle, tous ceux-là qui estiment que la tante, l'oncle, les neveux, les cousins et autres là, qui disent, mais écoutez, c'est grâce à Patrice Talon que mon cousin est juge de la République et il a une situation assez confortable, il peut nous aider, tout ça là. Donc, quelqu'un qui réussit à un concours, c'est toute une famille qui est certainement impactée, qui va peut-être retourner l'ascenseur à celui grâce auquel, pas que c'est le chef qui a aidé, mais en son temps, on dirait qu'en son temps, quelque chose s'est passé. Mais le piège ici, c'est d'éviter qu'on veuille, parce qu'à tout prix, quand vous regardez les différents recrutements lancés ces derniers temps, oui, on peut se poser des questions. On espère bien que ce ne soit pas des occasions pour contenter les militants qui sont restés sur le quai, qui ont attendu depuis 2016, soit un militant qui est resté là, qui n'a pas rien eu, mais bon, envoie ton fils pour tel concours, ça peut réussir, et on va le pousser, parce qu'on sait très bien avant, les gens envoyaient leur fils, hein, on positionnait les fils, soit le papa, bon, n'a peut-être pas plus la possibilité de faire quelque chose, il propose son fils ou sa fille, tout ça là. Donc, le piège aujourd'hui, c'est d'éviter que ce soit ces concours. Si on a pu féliciter le gouvernement depuis 2016 pour dire les concours n'ont pas été frauduleux, que plus ou moins
on est satisfait, fier de ce qui se fait, il faut que la dynamique soit maintenue jusqu'à la fin du régime de Patrice Talon. Cela, il va de soi. Parce que si malheureusement aujourd'hui, vers la fin du mandat, si c'est à la fin du mandat qu'on va observer des cas de fraude, des trucs de magouille, ça va en fait entacher tout ce qui s'est passé depuis 2016. Et n'oubliez pas que ces derniers mois, il y a eu des concours quand même qu'on a repris. Hein. Il y a des concours qu'on a dû suspendre carrément parce qu'il y a quelques irrégularités. Il va falloir travailler à davantage assainir le milieu pour que l'image qu'on a collée à ce régime en termes d'organisation de concours, en termes d'organisation des examens, que cette image, bonne image, puisse rester jusqu'à 2026 avant que Patrice Talon ne parte. Nous allons rester avec Dynamisme Info qui parle également de la relecture du code électoral. Le sujet visiblement tabou à ne pas aborder par la rupture. Hugues Hector. Moi, je ne sais pas si la rupture prend le code électoral comme un sujet tabou. Tout ce que je constate, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas une analyse en termes de profondeur. Vous savez, le code électoral, comme je le dis, beaucoup auraient pensé que c'est exclusivement un outil politique. Mais moi, je dis, le code électoral, en réalité, c'est un outil de développement. Le code électoral n'appartient pas a priori aux politiciens. Le code électoral appartient d'abord à l'État béninois et donc, par conséquent, aux citoyens béninois, au peuple béninois. Alors, vous auriez dû constater que depuis quand même quelques mois, il y a plusieurs voix qui se font entendre. On souhaite à ce qu'il y ait quand même une relecture d'un certain nombre d'aspects de ce code électoral-là, parce que le souhait, c'est que nous puissions continuer par préserver la paix dans notre pays, et surtout au lendemain des élections générales de 2026. Quel citoyen ne souhaiterait pas voir son État vivre dans un environnement de quiétude, de sérénité, de paix, pour continuer par vaquer librement à ses occupations? Et donc, par conséquent, quand je m'intéresse à tout ce qui se dit de part et d'autre, non seulement par des acteurs politiques, mais également et surtout par des citoyens ayant occupé un certain nombre de postes au niveau de la République, que ce soit aujourd'hui ou hier, je me dis qu'il y a nécessité de pouvoir s'asseoir, de se parler, de s'écouter. Maintenant, ceux qui doivent faire plus de sacrifices, c'est bel et bien ces acteurs-là qui se retrouvent au niveau de la mouvance présidentielle. Parce qu'on ne peut pas procéder à quelque relecture d'un aspect de ce code électoral-là si les acteurs de la mouvance présidentielle ne prennent par devers eux la responsabilité d'ouvrir les jeux. Parce qu'à l'Assemblée nationale, ils sont majoritaires et si on doit pouvoir toucher à ce code-là, le débat ne peut se faire qu'à l'Assemblée nationale. Ce n'est qu'à l'Assemblée nationale que, effectivement, le vote va pouvoir se mener. Et donc, je me dis, si aujourd'hui peut-être le journal Dynamisme Info trouve que ça devient un sujet tabou, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas en retour, au regard de tout ce qui a été dit jusque-là, une sorte d'attitude d'écoute de la part de la mouvance présidentielle. C'est vrai qu'on n'est pas dans le secret des dieux, hein. On se retrouve à la veille pratiquement d'élections générales, donc les enjeux sont de taille sur le plan politique. Il y a les élections communales qui sont là, celles législatives et également celles présidentielles qui constituent un grand carrefour pour non seulement la classe de la mouvance politique, mais aussi celle de l'opposition. Donc, il y a ce qu'on appelle le timing politique. Peut-être qu'à la date d'aujourd'hui, la mouvance est en train de surfer sur le timing au point de ne pas livrer assez vite ses stratégies. Mais je dis, on gouverne pas les animaux.
on gouverne les hommes, on gouverne les humains. Et si vous vous retrouvez dans un État, dans une nation où de tout temps, les citoyens prennent la parole pour dire « Attention, là où vous allez là, nous risquons de connaître le pire. Le mieux à faire, c'est de pouvoir se dire « Mais qu'est-ce qui pousse ceux-là à pouvoir aujourd'hui tenir ce genre de discours ?» Parce que ceux qui parlent, ce n'est pas des adversaires à la nation béninoise, c'est des citoyens béninois, c'est des filles et des fils béninois. Donc, si de tout temps ils reviennent sur la question du code électoral, c'est sûrement parce qu'ils souhaitent que leur nation puisse se retrouver en paix. Et donc, par conséquent, que la mouvance aussi arrive à pouvoir comprendre que les enjeux sont plus au-delà des questions d'intérêt partisan. Nous sommes là face à une question d'intérêt national et c'est la préservation de la paix qui reste le leitmotiv. Il faut que chacun puisse jouer convenablement sa partition. Roland, on a une question. Oui, la question que je me pose ce matin, c'est pourquoi est-ce que les gens veulent forcer les choses? Parce que ce code électoral, les voix, en tout cas, on entend des voix, la société civile, les acteurs de l'opposition également. Et quand le journal demande, se pose la question de savoir si c'est un sujet tabou à éviter par la mouvance, quand vous évoquez, vous regardez les différentes sorties des acteurs de la mouvance, c'est des gens qui évitent exprès la question du code électoral. Et à cette allure, on a tout fait de comprendre que quelque part, certainement, ça les arrange. Alors, si ça vous arrange, est-ce que ça arrange le peuple? La question que tous les acteurs, à tous les niveaux, doivent se poser. Est-ce que, si ce code vous arrange votre camp, est-ce que ça arrange le peuple béninois? En quoi est-ce que ça arrange le peuple béninois? A-t-on besoin de mettre autant de dispositions dans ce code électoral pour espérer gagner les élections si on fait bien les choses? Je crois que c'est le peuple qui tranche. Et dès que c'est le peuple qui tranche, il vaut mieux permettre à ce que tout le monde aille aux élections à chance égale et qu'on ne mette pas des dispositions de sorte que ce soit des barrières, des obstacles pour certains acteurs politiques. Écoutez, je donne l'exemple du Ghana qui vient d'organiser les élections ce week-end. Vous avez vu comment ça s'est organisé? Dans le calme et dans la paix, la sérénité. Un président qui avait été élu, qui était élu, qui a perdu le pouvoir, a été réélu. Mais dans la paix, sans violence. Et le parti au pouvoir avait bien les moyens de mettre des dispositions pour empêcher celui-là de revenir gagner les élections. Et pourtant, pour la paix de ce pays, pour la paix des citoyens dans ce pays, les gens ont laissé. Baoumi était le candidat du parti au pouvoir. Et pourtant, il a perdu les élections. Il a été le premier à appeler son challenger pour reconnaître sa victoire. Cela suppose que quoi? Celui qui a été élu président, il avait perdu les élections. Il est parti dans la paix. Mais les Ghanéens aujourd'hui lui ont refait confiance. Ça veut dire que quoi? Si vous faites bien les choses, même si vous perdez les élections, c'est que le même peuple va vous ramener. On a vu avec le général Mathieu Kérékou, il est parti en 90, même si on doit rentrer dans les consignations, on doit rentrer dans les considérations, il y a des choses à révéler. Mais le même peuple, les mêmes acteurs qui l'ont fait partir, l'ont ramené en 96 à un moment donné. Donc j'estime que ceux qui sont de la mouvance aujourd'hui, qui pensent que oui, tout est bien et que bon, en fait, il faut mettre tout en œuvre pour bloquer les choses, mettre des stratégies en place pour empêcher tel ou tel acteur, écoutez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et la roue tourne. Parce que le même code que vous utilisez aujourd'hui, je l'ai toujours dit, que les gens ne l'oublient pas. Dieu seul donne le pouvoir. Mais s'il donne le pouvoir à un individu, c'est que quelque part, il est en train de peut-être discipliner certains acteurs dans la République à un moment donné. Et la manière dont cet élément, cet homme gère le pouvoir détermine comment est-ce que Dieu va définir à qui donne le pouvoir. Et c'est clair. Je le rappelle à qui veut l'entendre. Ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. Si on disait à Boni Yayi en 2016 que c'est Patrice Talon qui prendra le pouvoir, il ne dira jamais. Même à Patrice Talon, si on lui disait 2 ans avant qu'il pourrait être président de la République, ce n'est pas évident. Mais à un moment donné, malgré la machine en place de Boni Yayi, malgré Lionel Zinsou, en tout cas, qui avait la couverture de notre colonisateur, la France, quand même,
il a échoué. Donc, aujourd'hui, toutes les stratégies peuvent être mises en place et c'est peut-être un déclic qui va faire changer les choses en 2026. Donc, au lieu que de continuer à forcer les choses pour subir, pour avoir ce déclic-là qui peut leur donner toute la honte possible, autant mieux écouter aussi les autres acteurs. Nous sommes tous fils et filles du Bénin. Et le Bénin, après tout, les hommes passeront. Le système politique passera. Le Bénin restera. Et nous tous, dans notre génération, leur génération, un jour, ils vont passer de l'autre côté. À un moment donné, nous allons évoluer un peu aussi, nous allons aussi passer de l'autre côté. Mais qu'est-ce que nous garantissons? Est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce que ça garantit la paix au Bénin en 2026? C'est ça la question que les acteurs doivent se poser. Qu'on soit mouvancier, même si on est à l'abri du besoin, on a un mouvancier, et qu'on veut continuer à être, parce que beaucoup pas mieux, malheureusement, carriéristes politiques, n'ont pas envie, parce que quand ils vont quitter, quand peut-être ils vont perdre le pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils pensent à tout ça déjà. Donc pour ça, ils vont dire au chef, foncez chef, on est avec vous, foncez, on est avec vous. Et le jour où il y a un déclic, et que peut-être le chef connaît une défaite ou un échec, c'est les mêmes qui automatiquement, nuitamment, vont aller se confesser et commencer par être amis du nouveau chef. Donc, le chef aussi qui est en train de finir son mandat doit pouvoir dire, hey, écoutez, j'ai fait ce que je peux faire, j'ai fait mon temps. Si le peuple décide de prendre Hugues Hector Zogo ou Carole Laye comme président de la République du Bénin, écoutez, laissez libre cours parce que je n'ai pas le pouvoir moi-même. C'est Dieu qui a permis que je sois là. Et je voulais rappeler à ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, écoutez, c'est Dieu qui leur a donné le pouvoir. Autrement, ils ne peuvent pas, eux-mêmes le savent. À moins qu'aujourd'hui, on peut se complaire dans les stratégies politiques qu'on met en place pour dire, oui, écoutez, avec ça, en 2019, on a réussi à faire ci, 2020, 2021. Oui, oui, d'accord. Mais jusqu'à quand ça va durer? Éternellement, ça ne dure jamais. C'est pour un temps. Tout ce que nous hommes, nous faisons sur cette terre, c'est éphémère. Ça finira pas, en tout cas, tout finit par finir. Alors, pour éviter que tout finisse par finir, il vaut mieux faire les choses pour que quand tout finit par finir là, tout au moins vous avez un capital crédit que les gens vous accordent et vous respectent. Autant que nous voyons dans les dispositions du code électoral, qu'on ne le veuille pas, il y a des dispositions qui ne sont pas bonnes. Les gens ne veulent pas comprendre ça parce que ça arrange une partie. Non, la minorité n'est pas le peuple. Et le peuple ne s'est pas retrouvé dans les différentes élections organisées de 2019 à aujourd'hui. Quand on se dit la vérité, 2019, beaucoup de personnes ne se sont pas retrouvées dedans. On préfère rester chez eux pour ne pas aller voter. 2020, pareil. 2020, on a vu le taux était un peu élevé. Pourquoi? Parce que quand même, c'est des élections de proximité, arrondissement. Et donc, dans chaque arrondissement, quand vous prenez de Cotonou jusqu'à Natidengou, quand même, Carole Laye, vous vous retrouvez dans un candidat soit à Natidengou ou à Cotonou. Et ça vous donne envie d'aller voter. Là, le taux a été un peu élevé. Mais en 2021, vous avez constaté ce qui s'est passé en même temps. Ça a chuté encore le taux pour vous montrer que véritablement, il y a un problème. 2023 également, c'est les élections de proximité, mais pas comme les élections communales. Communales. Donc, du coup, le taux n'était pas aussi ça parce qu'il y a juste à voter pour quelques 109 députés et donc les gens ne se retrouvent pas parmi toutes les candidatures. Des gens préfèrent faire preuve d'abstention. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Il vaut mieux faire en sorte que en 2026, dès qu'on aura élection, que les Béninois se retrouvent dans toutes les candidatures, soit massivement pour aller voter. Et que nous puissions aussi voir cette question de 20%, qu'un parti fasse l'effort d'avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales, et que seulement, parce que ce parti n'a pas 20% dans une circonscription électorale, tout soit à l'eau, c'est un risque. Et ce n'est pas bon. Si Hugues est élu à Ouida, dans la 5e, d'accord, vous êtes élu, par exemple, dans la 6e à Bon-Clavier. Je suis élu dans la 16e, par exemple. Mais il se fait que, bon, je donne l'exemple simple, je vais aux élections dans la 16e, je n'ai pas été élu. Mais vous avez été élu, quand même, dans la 6e. Il a été élu dans la 5e. Et au plan national, vous avez tellement fait de bons scores dans la 5e, dans la 6e, que parce que moi, dans la 16e, je n'ai pas fait un bon score, on annule tout. Et vous pensez que ça garantit la paix? Mais justement, ça, c'est pas... Et quand on le dit, les gens pensent qu'on est opposant, on est méchant. C'est pas ça. Non, justement, ça n'avantage pas que l'opposition ou ça ne... Ce que je vous dis, Carole Laye. Mais les mouvanciers également subiront? Non, mais écoutez, les gars se sont préparés. C'est ce que vous ne comprenez pas, ce qu'on vous dit depuis. C'est-à-dire ce qu'ils ont prévu là. Ils savent très bien qu'ils ne seront pas dans ce bien. D'abord, écoutez, et c'est pour ça que la question du fichier électoral aussi est assez primordiale. Parce que j'ai dit, regardez les chiffres de 2019 à 2023, les différentes élections.
il y a un nombre constant qui va aux élections pour la mouvance présidentielle. Et ce nombre-là, quoi qu'on dise là, si ce nombre suffit seulement à aller aux élections, si ce nombre va aux élections, c'est que les partis de la mouvance sont à l'abri des problèmes que nous soulevons. Et ceux qui n'ont pas été suffisamment de militants, parce que les citoyens ne se retrouveront pas dans toutes les listes, beaucoup font plus d'abstention. Et en 2026, c'est-à-dire que si, par exemple, beaucoup de personnes font encore abstention, il se peut que ceux qui sont là ne gagnent encore pas KO. Donc, c'est pour ça que le fichier électoral, quand même, il faut quand même s'intéresser à ça maintenant pour toiletter ça. Mettre les choses claires pour que tout le monde ait chance égale pour aller aux élections par rapport à la liste d'abord. Maintenant, quand vous pouvez parler de la mouvance, allez lire les codes. Correctement, vous allez comprendre qu'ils ont prévu ce qu'ils doivent prévoir pour ne pas tomber dans ça. Et c'est ça le problème. Et c'est quoi déjà la chose? Mais vous savez qu'il y a quand même des discussions, des accords, il y a un certain nombre de choses qu'ils ont prévues quand même, Carole. Je n'invente rien. Donc, le problème qui se pose, moi j'estime véritablement. Mais il n'empêche pas l'opposition de se mettre également ensemble et de faire des accords. J'ai rappelé, vous savez, quand vous prenez le parti de l'opposition, les démocrates par exemple, si une seule personne ou deux personnes font défection dans ce parti, vous savez qu'ils ne pourront plus le candidat. Vous le savez? Oui, allez-y. Si les deux personnes font défection de ce parti-là, décident de ne pas parrainer, comme on a pu voir en 2016 avec les candidats du FCB qui ont refusé de soutenir les Issou, si deux députés de là-bas font juste défection, vous savez qu'ils ne peuvent pas avoir de candidature. Parce que la loi est claire, c'est 27,2 ou 3. Donc ça fait 28. Si deux personnes font défection, c'est qu'ils n'auront pas de candidat. Le BR va se transformer en opposition, comme ils ont l'habitude de le dire, qu'ils sont opposants, qu'ils sont la minorité au Parlement, que les autres sont la majorité. Donc il y a aussi ce problème qu'il faut régler. Est-ce que la question du parrainage tel que nous l'avons adopté dans notre pays, là, c'est comme ça, comme on a vu les autres faire quand même, non? Mais pourquoi on ne veut pas faire comme les autres? On veut faire nous à notre manière. Est-ce qu'il faut toujours faire comme les autres? Non, mais écoutez, si les autres font tel qu'ils le font là, et que ça garantit la paix, il n'y a pas de trouble dans leur pays, autant mieux faire, plutôt que de faire ce que nous sommes en train de faire là. Et je le dis, ce que les gens font aujourd'hui, c'est bien beau, ça les arrange, ça les facilite la tâche, c'est très bien. Mais demain là, s'ils ne sont plus au pouvoir, bon, vivement qu'ils gagnent les élections, mais s'ils ne sont plus au pouvoir, et que les autres leur appliquent ça, il ne faut pas que le peuple commence par les voir en victime, qu'on les martyrise. Et c'est ça le drame. Parce que sous Kérékou, certains ont fait ça. Et sous Boni-Yayi, ils sont devenus les victimes, le peuple, tout bêtement, les a suivis. On les a célébrés comme des victimes. Sous Boni-Yayi, certains ont fait tout ce qu'ils veulent, ils ont envie de faire. Sous Patrice, maintenant, ils viennent jouer les victimes également. Ils sont pleins, hein, non. En fait, quand on parle, ce n'est pas que la mouvance. Même dans l'opposition, ils ont été des stratèges sous Boni-Yayi. Ils se sont permis de ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, ils sont en train de subir. Et c'est en fait peut-être aussi, comme le disent certains, hein, bon, même si je n'y crois pas, c'est leur karma également. Parce que même ils ont posé des actes peu orthodoxes par le passé, ils doivent subir. Mais jusqu'à quand est-ce que nous allons continuer avec ce cycle-là, où chaque fois quand quelqu'un vient, il met en place un système pour peut-être faire un certain nombre de choses. Et puis après, les autres viennent, ils veulent faire un règlement de compte. Vous avez fait en son temps, non? Nous-mêmes, on va vous faire ça. Et comme ça, la question du développement, les questions de l'emploi de la jeunesse sont passées, sont passées reléguées au second rang. Alors qu'en réalité, ça devrait être les priorités. Les questions politiques, oui, on vivra au quotidien avec ça, on fera les choses. Mais dès qu'il y aura des tests, parce que chaque année, si on doit réviser les tests chaque année, il faut penser que ça, c'est sérieux. Parce qu'en 2026 ou 2027, vous allez voir, hein, un autre régime va venir, va encore réviser le code électoral. On va maintenant mettre, lui aussi va mettre cette dissolution. Et on va crier un peu. 2027, quand il va voir que ça n'arrange pas, il va encore mettre d'autres dissolutions. On va continuer. Et Hector, votre actu, vous êtes d'avis? Oui, c'est une lecture ou une analyse assez pertinente qui se fait. Et moi, aujourd'hui, les premiers acteurs que je voulais quand même interpeller, ce sont les acteurs de la société civile. Est-ce qu'il y en a encore? Je me pose la question, évidemment, je me pose la question de savoir, est-ce que nous avons encore une société civile au Bénin? Voilà. Une société civile, finalement, dirons-nous. Parce que des acteurs d'hier qui ont été présents à tous les combats presque, qui défendaient contre vents et marées
ce que nous pouvons appeler la discrimination. Ceux-là qui se retrouvaient à être les pionniers et défenseurs de la cause juste, ce sont eux qui, malheureusement, préfèrent nourrir ce qu'on appelle le silence. Et c'est ça qui conduit, à la limite, à ce qu'on pourrait appeler le chaos. Justement, peut-être qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi ou de qui? Hier, ils n'avaient pas peur. Non, moi quand on parle quand vous dites ça, je me rappelle de l'appellation de Roland, de l'homme politique redoutable peut-être. Non, ils ont peur de qui et de quoi? Nous sommes dans une république, nous sommes dans un état de droit. Et je pense que personne encore au Bénin ne s'est prononcé sur un certain nombre de sujets, en tout cas. Personne, à ce que je sache, ne s'est encore prononcé pour dire « moi, je ne suis pas d'accord par rapport à telle chose ». Et puis, Mano Militari, on est allé le chercher pour dire « pourquoi vous l'avez dit, on vous fout en prison ». Non, nous sommes dans un état de droit. Et il y a tout un système, un arsenal juridique que nous essayons quand même de faire respecter dans notre pays, même si à des moments donnés, on a le sentiment que la justice se range du côté politique pour prendre un certain nombre de décisions. Ça, c'est des lectures à caractère subjectif qui se font. Mais je me dis, cette société civile qu'on a connue pratiquement à la veille des élections de 2016, par exemple, déjà à partir de 2014, parcourez un peu les archives de notre pays et vous verrez comment est-ce que cette société civile était si active. Elle était si prête à faire des dénonciations. Mais aujourd'hui, c'est le silence total. Je me pose la question même de savoir si les acteurs d'hier qui se revendiquaient de la société civile, si ce n'étaient pas les premiers à nourrir plus ce qu'on appelle la compromission. Parce que si vous êtes convaincu que vous ne vous retrouvez nullement dans une certaine compromission avec un acteur politique, vous avez quand même ce qu'on appelle la liberté d'expression. Vous avez votre dignité que vous défendez contre vents et marées. Mais ces acteurs-là, aujourd'hui, ils sont devenus quoi? Moi, j'ai bien envie de donner des noms. Hein. J'ai bien envie de donner des noms. Allez-y. Mais je vous prends le cas de M. Martin Assoba, un grand acteur de la société civile, qui, pratiquement à la veille des élections de 2016, était là pour défendre effectivement le peuple béninois. Cet acteur-là, vous aviez vu ce qu'il a subi. On est allé même tirer à balles réelles sur lui. Mais le Bénin, notre pays, ayant une âme, il s'en est sorti indemne. Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé à lui extirper de son corps toutes les balles. Mais que devient aujourd'hui Martin Assoba? Moi, je suis tenté de me poser cette question-là. Il y a également Huguette, comment elle s'appelle? Qui se faisait quand même vraiment entendre et défendait le peuple. Moi, je suis peiné. Je suis peiné quand je constate donc le silence de ces acteurs-là. Je crois que... on va prendre même Jean-Baptiste Elias. Voilà. Il continue son travail. Moi, je dis... Moi, je prends Jean-Baptiste Elias, puisque j'ai demandé de citer des noms. Oui. Alors, lui, au moins, il continue son travail. On l'a reçu également sur ce plateau. Donc, est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il n'est pas dans un silence aussi Est-ce qu'il le fait convenablement? Est-ce qu'il le fait avec... Chacun appréciera selon sa position. Des années antérieures. Non, je crois que Hugues Hector, vous posez des questions, mais en fait, la réponse est deux questions et deux réponses. Je vous dis simplement. Première chose, les acteurs dont vous parlez qui ont mouillé le maillot en 2014, c'est qui et qui? Je les cite.
On me dira encore ce matin qu'il y a du mépris contre le président du parti UP Le Renouveau. Joseph Djogbenou, les acteurs qui ont mouillé le maillot, qui criaient la ligne, le mercredi rouge, avec les banderoles rouges sur la tête, les t-shirts ou la cause rouge, que vous savez. En 2015, il a été élu député. Il a contribué à l'avènement de Patrice Talon. Il a été ministre des gardes des Sceaux, il a été président de la Cour constitutionnelle, vous savez la suite. Donc aujourd'hui, vous voulez qu'il dise quoi? Il ne peut pas parler. On ne peut pas être en train de manger et parler. Il y a les Ordaines à la pas fini, et toute son équipe de jeunes qui défendaient également le peuple. Aujourd'hui, ils sont dans... J'ai pas fini. Il y a Ordaines à la Latine, par exemple, qui est député, président de la commission des lois. Il l'a été au cours de la 8e. Il est là maintenant président de la commission des lois. Aujourd'hui, vous voulez qu'il dise quoi? Sachant très bien que nous dénonçons. Vous vous rappelez de ce rapport de Clément Kapochichi de la Commission des droits de l'homme qui est allé à l'Assemblée nationale et qui a dénoncé les violences de 2016, pardon, 2019. Vous avez vu avec quelle rage Ordaines à la Latine lui a répondu. Tout à fait. Ça, j'ai pas fini. Hubert Megbedji, il est quelque part quand même. Il est à l'abri quand même. Hein. Vous voulez qu'il dise quoi? Mathieu Sogba dont vous parlez, excusez, mais c'est un ami, mais écoutez, il est dans la, comment vous appelez, cellule de préparation de marché. En tout cas, c'est eux qui font le contrôle des marchés publics au Bénin aujourd'hui. Il est dans une commission quand même, il est casé, en tout cas casé quelque part. Vous voulez qu'ils disent quoi? J'estime que véritablement, les vrais acteurs que nous avions vus sous Boniaï sont des acteurs qui sont, en tout cas, partie prenante de la gouvernance actuelle. Et dans ces conditions, il vaut mieux peut-être espérer qu'un nouvel ordre d'acteurs de la société civile émerge en fait pour faire le travail. En fait, ceux-là partaient, mais il n'y avait pas une relève qui doit prendre automatiquement il n'y avait pas une relève. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème de militantisme. Justement, ça veut dire quoi? Parce que, donc, en réalité, si on dit qu'il n'y a pas de société civile, les autres... le veuille pas, il n'y a plus de jeunes. La société civile, il y en a de toutes catégories. Il y en a qui s'intéressaient beaucoup plus à la politique, hein. Et quand vous regardez même ceux dont j'ai pu parler, par exemple, Hubert Megbedji a UP Le Renouveau, Djogbenou a UP Le Renouveau. Je ne dirais pas que Assogba a UP Le Renouveau, Ordaines à la Latine a UP Le Renouveau. Et c'est le premier parti à l'aide de la réforme du système partisan. Ils veulent dire quoi, selon vous? Ils peuvent dire quoi? Non, dans leur posture, ils ne peuvent pas. On peut les comprendre. Mais est-ce parce qu'ils sont devenus des acteurs politiques. Mais est-ce qu'ils permettront aux jeunes de faire comme ils l'ont fait par le passé? N'oubliez pas que c'est sous ce régime qu'on a amené ligne rouge. Ceux qui ont utilisé mercredi rouge pour dénoncer, c'est eux qui ont amené ligne rouge au cours de la gouvernance. Donc aujourd'hui, quel jeune a la poitrine assez solide pour affronter ces gens-là pour dénoncer? Dans la société civile, il y a ceux qui s'intéressent à l'éducation, et certaines choses, mais il y a quelques qui peuvent véritablement prendre la parole et dénoncer politiquement des choses. Finissons de citer ces acteurs-là, par exemple, qui sont devenus acteurs politiques. Mais il n'y a que, malheureusement, il faut qu'on le dise, ils ne seront pas d'accord avec Laurent Taniguay ce matin encore. Il y en a parmi eux qui ont dealé. Ils ont dealé, et puisqu'ils ont dealé, ils veulent dénoncer qui? D'abord, même quand les Djogbenou, Megbedji, Mathieu Sogba, Ordaines à la Latine dénonçaient un certain nombre de choses, ils le faisaient quand même avec d'autres acteurs de la société civile qui les accompagnaient. Donc si je sais comment est-ce que j'étais entretenu en son temps, que nous ayons ça, tu veux me dire quoi aujourd'hui? Tu te tais. Parce que je sais que toi aussi tu as contribué à ce que nous avons fait et tu as eu ta part. Si tout le temps j'ai fait tout ça et que tu as eu ta part... le problème de liberté d'expression dont... Oui, je ne parle pas. Si quelqu'un a eu sa part dans la lutte qui a été faite de 2014 à 2015, 2016, c'est que cette personne a-t-elle le courage de pouvoir dénoncer ceux qui lui ont donné sa part? Il y a aussi ce problème. Donc certains parmi eux ont dealé parce qu'ils ont dealé. Ils ont peur d'affronter ceux avec qui ils ont dealé. C'est tout simple. Et il va falloir que la jeunesse reprenne, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression, les gens citaient l'exemple de Diomaye Faye, Sonko, et puis Malik Ndiaye au Sénégal. Mais je dis, mais oui, mais les autres là ont pris leur destin en main. Comprennent qu'ils veulent, ils ont une idée, ils veulent quelque part. ils ont mis 10 ans. Sonko a créé le PASTEF, ça fait 10 ans. Et 10 ans après, ils ont gagné le pouvoir. Ici, nous continuons de traîner les sacs des politiques sur les aisselles et nous continuons de faire capture d'écran de nos compatriotes. Dès lors que quelqu'un critique quelqu'un, on fait capture, on envoie pour aller prendre des miettes à la fin du mois. Comme ça, ça n'évoluera pas. Quels jeunes, on parle de société civile, vous les voyez plein pour dire je suis de la société civile. ONG, démocratie, paix. ONG, tant. Mais ils sont incapables de prendre la parole pour dire sur le plan démocratique à tel niveau, il y a un problème. Parce que quoi?
ils ont peur d'affronter. Ou soit alors, ils veulent toujours se complaître derrière les acteurs politiques là, à faire le bien des acteurs politiques là, mobiliser pour ces acteurs politiques là, et avoir les miettes à la fin du temps. Je pense évidemment que c'est un réveil national qu'il faut, notamment au niveau de la jeunesse. Parce que ceux qui nous gouvernent continueront à nous manipuler, continueront à nous martyriser, continueront à nous diviser. Et au finish, on restera là à dire c'est eux les mauvais. Ce n'est pas eux les mauvais. Les premiers mauvais, les premiers coupables, c'est nous, journalistes. C'est nous, jeunes acteurs de la société civile. C'est nous, jeunes cadres. C'est nous les premiers mauvais. Parce que dès lors qu'on s'organisera pour dire non, je crois que véritablement les gens vont prendre conscience pour dire revoyons notre manière de faire les choses. Oui, je pense quand même qu'il y a un travail qui doit se faire au niveau des organisations non gouvernementales. Quand nous parlons de la société civile, je vais rebondir rapidement sur ce que Laurent disait tout à l'heure. Le professeur Joseph Gueboué-Nou et tout le reste qui se sont retrouvés cités ne se retrouvent plus aujourd'hui dans la posture d'acteurs de la société civile. Et donc, s'ils ne sont plus acteurs de la société civile et qu'ils sont des politiques ou des politiciens, je suis convaincu, tel qu'ils le font d'ailleurs, que la posture ne peut pas être la même. Hier, acteurs de la société civile, aujourd'hui, politiciens, ce n'est pas la même posture puisque ce n'est plus les mêmes intérêts. Malheureusement, avec les mêmes erreurs dénoncées par le passé, ils font les mêmes erreurs. Ce n'est plus les mêmes combats. C'est nous, en tant que citoyens, qui trouvons en réalité qu'il y a des erreurs par rapport aux actes qu'ils posent. Sinon, eux, en tant que politiciens, ils se disent c'est ce qui est meilleur pour le peuple que nous faisons. Parce je considère qu'ils ont travaillé en tant qu'acteurs de la société civile pour pouvoir gagner le pouvoir d'État. Et dès qu'ils l'ont gagné, ils en font maintenant ce qu'ils souhaitent être meilleurs au moment où ils se retrouvaient dans la posture d'acteurs de la société civile. Soit, quand on fait le bilan aujourd'hui au niveau des organisations non gouvernementales, est-ce qu'on peut connaître les statistiques avec le ministère de l'Intérieur à la date d'aujourd'hui de combien sont investis également, effectivement à travailler pour ce qu'on appelle par exemple la gouvernance d'État? Combien d'organisations non gouvernementales avons-nous aujourd'hui au Bénin et qui travaillent à ce qu'on appelle par exemple la défense des idéaux de la démocratie? Les organisations de la société civile ou bien les organisations non gouvernementales que nous avons aujourd'hui, est-ce que ces organisations ont effectivement des sièges? Est-ce que les conseils d'administration de ces organisations fonctionnent effectivement? Voilà déjà un travail de base que le ministère de l'Intérieur, à travers ses cadres, peut faire. Parce que tant que ça ne se fait pas, nous allons toujours continuer par avoir une société civile amorphe, une société civile sans engagement. Presque inexistante. Presque inexistante. Et là où le bas blesse, c'est qu'on se retrouve pratiquement à quelques mois des élections générales de 2026. Les partenaires techniques et financiers, eux, tout leur souci fondamental, c'est la préservation de la paix. Ne soyez pas surpris de voir dans quelques semaines, dans quelques mois, des organisations se mettre ensemble pour dire voici tel réseau d'organisations non gouvernementales voulant travailler à la paix des élections au Bénin. Vous voulez travailler à la paix des élections au Bénin parce qu'il y a des financements qui se retrouvent au niveau de ces partenaires techniques-là. Il y a des financements au niveau de l'Union européenne, des financements au niveau de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, des financements au niveau de l'ambassade d'Allemagne, ainsi de suite. Des Néerlandais. Des Néerlandais. Ils mettent beaucoup d'argent pour la démocratie également. Exactement. Suffisamment de moyens financiers. Donc, est-ce à dire que nos organisations non gouvernementales n'existent que pour les sous des partenaires techniques et financiers? C'est la question fondamentale. Est-ce que c'est exclusivement quand il s'agit de prendre l'argent du partenaire que nos organisations existent? Parce que malheureusement, c'est le constat que nous faisons aujourd'hui. Au Bénin aujourd'hui, quel type d'organisation non gouvernementale pouvons-nous citer pour dire c'est une organisation non gouvernementale crédible qui se prononce par exemple sur des questions d'intérêt? Quand je prends les réseaux, il n'y en a pas. Il n'y a presque plus. Quand je prends les réseaux, WANEP, Bénin. Il y en a quand même aujourd'hui qui font un travail. Seulement que le véritable problème que nous avons aujourd'hui, c'est
le courage de libérer la parole. Mais pourquoi ne pas libérer la parole? Non, quand il s'agit d'aller chercher les fonds chez les partenaires, je vous ai dit tout à l'heure. Vous le recherchez. Je l'ai dit tout à l'heure. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer pleinement toute la fonction qui est requise à ce statut-là que vous portez au sein de la société, mais il faut vous en départir. Parce que le président d'une organisation non gouvernementale, par exemple, dès qu'il fait une déclaration sur un mode de gouvernance du président Patrice Talon, ce n'est pas avec la même rigueur qu'on va le traiter comparé à un citoyen lambda qui n'a pas la possibilité de pouvoir obtenir des documents assez facilement. Exemple simple. Amnesty International continue de lever le temps chaque fois de dénoncer des choses. Vous avez vu quel retour? Le problème, c'est à ce niveau. Mais ça n'a pas empêché Amnesty International de continuer. Amnesty International, Amnesty International, chaque année sorti un rapport qui démontre de comment la démocratie est mise à mal et je précise, dans notre pays. Amnesty a le courage de le faire parce que c'est une organisation internationale. N'oubliez pas. En fait, moi, je dis, la nuance, c'est qu'il faut faire très attention aujourd'hui. C'est vrai que les organisations de la société civile du Bénin aujourd'hui font un travail. J'ai vu beaucoup de personnes, je suis beaucoup d'organisations d'ailleurs, bon, pas sûr que je veux à proprement parler, je suis les activités, qui forment les femmes sur les questions de démocratie, sur les questions de gouvernance pour les femmes dans certaines localités. Quel est l'impact que nous avons? Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que tout le monde voit les irrégularités à bien des égards. Mais le problème, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment affronter ceux-là qui ont été les pionniers de cette lutte à un moment donné, avec qui peut-être vous avez dealé. En fait, le problème, c'est à ce niveau véritablement. Le problème, c'est même pas une question d'affront. Moi, je trouve que c'est une question de participation citoyenne. Vous savez très bien. C'est pas un affront. Vous et moi, ce que nous disons là, vous savez très bien que ce ne soit pas du goût de certains acteurs. Et pourtant, vous le dites. Non, mais je sais. Vous le dites parce que vous portez un idéal pour la République. Est-ce que c'était du goût des acteurs politiques? Non, mais justement, vous savez très bien qu'il y a bien d'autres considérations derrière qui se passent. Au point où parfois, quand je le dis parfois, j'ai quand même peur aussi pour ma vie. Oui, vous avez peur pour votre vie. Mais le principe, vous dit quoi? Il y a d'autres personnes qui n'auront jamais ce courage-là de le dire tel que moi j'ai le courage, je le dis parfois. Alors, ils doivent démissionner. Ah non, mais non, écoutez, si ça peut leur permettre de manger, continuer à manger dans leur famille, moi je ne vais pas rentrer sur le terrain pour eux. Moi je dis une chose. En fait, cette affaire de dénonciation aujourd'hui, il faut vraiment s'armer de courage pour le dire. Je l'ai rappelé au début, hein, quand le président de la Commission béninoise des droits de l'homme a sorti un rapport pour relater les situations de la saison 2019. Ça n'a pas été du goût d'un député de la mouvance présidentielle. Député. Et qui lui a répondu avec une certaine rage. Ça vous montre à quel point, si le président de la Commission béninoise des droits de l'homme en arrive à faire un rapport et subit cet affront-là, que pensez-vous d'un simple citoyen responsable d'une ONG? Ça fait que, je ne sais pas que je les dédouane. Non, je les dédouane parce que je dis... Le véritable problème, en fait, les gens ont peur peut-être suffisamment de dénoncer des choses pour subir après. Et du coup, ils voient, parfois, ils préfèrent continuer dans la formation des femmes, dans la localité, formation des jeunes. Si ça peut leur permettre d'avoir le financement des partenaires techniques et financiers, ils continuent de faire formation pour les jeunes du goût pour la démocratie, bonne gouvernance, rassembler les femmes à l'ALO, les familles pour la bonne gouvernance. Si ça peut leur permettre d'émerger, que même ils vont émerger, ils continuent d'abord. Si des gens peuvent avoir le courage finalement, parce que les plus courageux qu'on a cités là, eux, ils sont déjà à l'abri. En réalité, la relève n'a pas été préparée. C'est à cela qu'il faut travailler maintenant plutôt que... Maintenant, si ceux qui sont là ne sont pas en mesure de faire, n'ont pas le courage de dénoncer, ils peuvent continuer leur formation et gagner un peu de leur vie là. Il faut laisser. Il faut maintenant inviter d'autres jeunes. Il faut inviter d'autres jeunes maintenant à prendre le relais. Oui, à prendre le relais, c'est tout ça. Moi, je voudrais quand même revenir sur un aspect tout à l'heure. En fait, c'est vrai, Amnesty International, c'est une organisation internationale. Mais bien que ce soit une organisation d'envergure internationale, ils ont quand même des accords de siège. Donc, ce qui leur permet de bénéficier de l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Oui. Si le ministère de l'Intérieur décide aujourd'hui de ne plus voir Amnesty International Bénin chez nous, c'est qu'il y aura cessation d'activité. Mais ils savent très bien qu'au plan international, ça ne sera pas favorable. Non, pas du tout. Non, mais le problème, ça ne viendra confirmer tout simplement les rapports qu'ils essaient de faire chaque année. Le problème, c'est pour moi aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas laisser nos organisations continuer dans cette façon de faire. Parce qu'à la veille des élections, aujourd'hui, on est en train de faire le débat sur le code électoral. D'accord ? Le débat qu'on est en train de faire sur le code électoral,
imaginez si c'était une cinquantaine d'organisations non gouvernementales Ça, béninoises c'est vrai. qui se mettaient en réseau, tels qu'ils se mettent en réseau à la veille des élections pour demander de l'argent au niveau des partenaires, pour dire nous voulons travailler pour la paix des élections. Ce qui doit être fait en amont, vous ne le faites pas. Et vous voulez bénéficier des avantages. Hector Zogo, la conférence épiscopale a organisé, C'est ce que j'allais dire. a organisé un colloque sur le code électoral. Vous avez vu comment ils ont été attaqués? Oui, mais ça, en fait, c'est ce que En fait, l'histoire vous retient. pensez Oui, mais que le problème, c'est un que seul aujourd'hui, jeune pourrait maintenant se si faire les gens ont entendre été face. capables de traiter les évêques de cette manière, Oui. le citoyen Oui. qui veut être à l'abri du besoin, soutenir sa famille, Le citoyen ne veut pas prendre de risques. C'est tout le problème aujourd'hui. citoyen, je ne parle pas du citoyen, mais je parle de ces acteurs-là qui C'est un citoyen, s'engagent. Je Je parle de ces acteurs-là qui s'engagent au sein des organisations non gouvernementales. Oui, c'est un citoyen C'est-à-dire avant que tout. pour moi, Oui. autant vous n'êtes pas en mesure de prendre le devant pour affirmer votre position au nom de votre organisation, autant vous ne recherchez pas les Je financements fais des confidence. partenaires. Je fais confidence. J'ai discuté avec un acteur. Ce que Hugues dit, mais c'est pas la réalité. J'ai discuté avec un acteur de la société civile assez redoutable. Et je lui ai dit, mais pourquoi on ne vous sent plus aujourd'hui toute catégorie confondue? Il dit, mais si sous Boniaï, j'ai frôlé la prison, un certain nombre de choses, c'est pas sous Patrice Talon que je vais oser. Oui. En fait, il m'a répondu en ces termes. J'ai souri. J'ai souri et j'ai dit, bon, tiens, je comprends maintenant. Mais le problème, c'est que je continue de dire, beaucoup pas mieux, quand Boni et Patrice Talon venaient au pouvoir, ils ont dealé. Oui, mais c'est ça, Ils ont c'est dealé une et question de compromission. aujourd'hui, ils n'ont plus le courage d'affronter celui avec qui ils avaient dealé. Voilà, c'est une question de compromission. Merci Puisque- Roland Roland, Tonéikès. vous continuez quand même d'être critique sur ce plateau. On ne vous en veut Mais pas pour attention, ça. la dernière fois, ils ont commencé leur petit jeu là. Et Je leur rappelle que c'est un petit jeu pour moi. Bon. On continue. Merci Hugues Hector Zogo, merci Roland Tonéikès.